Vous regardez Moutétézi Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Entretien, aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous accueillons une personnalité comme d'habitude. Dans cette émission, on reçoit des personnalités pour parler des sujets d'actualité et pour discuter également de leur vie courante. Aujourd'hui, nous allons accueillir dans cette émission Madame Chantal Faïda Moulenga-Biuma, c'est ça j'espère. Elle est avec nous déjà sur ce plateau de Moutétézi Télévision. Madame Chantal, bonjour. Bonjour Paulin, bonjour à tous les téléspectateurs de Moutétézi Télévision. Voilà. Pendant quelques minutes, nous allons discuter avec vous, sur votre vision, sur ce que vous admirez, sur la vie en fait. On va parler avec vous, Madame Chantal. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis très honorée. D'entrée de jeu, qui est Chantal Faïda? Chantal Faïda, c'est une activiste sociale, 34 ans, mariée et mère de 2 enfants, ayant un master en leadership et participation politique des femmes. J'ai fini mes études à l'Université libre du pays des Grands Lacs à Goma en 2011. Également, j'ai fait mes humanités à l'Institut Mwanga, Collège Mwanga à Goma en 2006. Et depuis lors, j'ai embrassé la vie associative comme militante et également créé une ONG appelée UEMA, Upendo ya Wakongomani Elekea Mwanamke Kena Mtoto, depuis 2012. Et nous œuvrons essentiellement dans les domaines de l'éducation, autonomisation, santé et gouvernance. Nous avons déjà octroyé environ 130 bourses aux enfants vulnérables à Goma et nous continuons à les faire. Nous avons organisé plusieurs formations en entrepreneuriat et formations en métier, également dans les domaines de la santé. Sensibiliser la jeunesse sur la question des menstrues sans tabou, c'est-à-dire que les jeunes filles doivent avoir la possibilité de s'exprimer, de poser des questions sur leur corps en milieu associatif ou même en milieu familial. Également sur la santé des reproductions pour les parents des enfants que nous encadrons. On a fait la sensibilisation sur le planning familial. Et après, j'ai beaucoup évolué dans le domaine des leadership féminin, organisé plusieurs formations et étant membre du Congrès international congolais, qui est une association spécialisée dans la formation en renforcement des capacités dans le domaine des leadership et entrepreneuriat. Depuis 2016, on a créé les forums annuels de jeunes femmes leaders et politiques. Et j'étais présidente du premier forum en 2016. Aujourd'hui, on est au 6e forum et nous allons dans chaque province. On a déjà fait environ 5 provinces depuis 2016 et nous réunissons près de 200 femmes pour parler des formations en leadership, coaching et entrepreneuriat. On comprend vraiment, la présentation a pris beaucoup de temps. Ça veut dire que les réalisations sont énormes aussi. Pourquoi vous avoir été intéressé par la vie associative, le militantisme, que d'autres vies, on a la vie. Donc pourquoi ne pas avoir fait autre chose que ça? Merci beaucoup Paulin. Je dirais que ayant vécu à Goma, avec tout ce qu'il y a comme histoire sombre de notre région, nous sommes appelés à nous engager, à nous impliquer pour changer l'histoire. Nous, on a vécu une histoire douloureuse, on est né dans la guerre, grandi dans la guerre, mais on est décidé de ne pas mourir dans la guerre. C'est ainsi que la souffrance nous a forgés et on aimerait léguer un héritage élogieux à nos générations futures pour qu'eux ne puissent pas vivre ce qu'on a eu à vivre. Par exemple, moi, personnellement, j'étais déplacée des guerres en 1996 et j'ai eu à souffrir. On dormait à la Belle Étoile, on mangeait à peine, on vivait dans des conditions extrêmement difficiles. Et moi, je me suis dit, pourquoi cette situation? Pourquoi ça nous arrive à nous? Et on me répondait que c'est la politique, tu ne peux pas comprendre. Alors moi, je me suis maintenant intéressée à cette politique qui fait à ce qu'il n'y ait pas de stabilité, il n'y ait pas de paix sur l'ensemble du territoire congolais. Et depuis lors, j'ai pris l'adhésion dans plusieurs partis et aujourd'hui, je suis dans un parti appelé ADR, Alliance pour le développement et la République. On va en parler, parler de la politique dans une autre partie, pas partie, dans le déroulement de l'émission. J'aimerais savoir, madame, vous faites la LIT depuis 2011, vous aviez dit? Oui. Alors, depuis 2011, qu'est-ce que la LIT vous a coûté? Qu'est-ce que vous avez gagné de plus dans la LIT? Je dirais toute ma jeunesse, parce que là,
Comme je l'ai dit, j'ai 34 ans, c'est dire qu'on n'a pas eu vraiment le temps d'être comme d'autres jeunes. Donc nous, on était plus en train de réfléchir, en train d'agir. Donc depuis mon jeune âge, j'ai quitté très tôt le matin, rentré très tard le soir, même sans être salarié quelque part. Donc l'activisme pour moi, c'était déjà un travail. Chaque jour, il y avait une conférence à donner, il y avait une formation à laquelle je devais participer et ça m'a beaucoup forgé. Il faut le dire, notre système éducatif, on ne donne pas tout au niveau de l'école, au niveau de l'université, mais dans le monde professionnel ou dans le monde associatif, il y a beaucoup d'expériences que j'ai eu à gagner. Alors, à 34 ans, madame, quelle est votre plus grande réalisation? Bon, je dirais cette organisation WEMA qui aujourd'hui a vraiment des bases solides et est implantée dans la province du Nord Kivu, province du Sud Kivu et également dans la ville province de Kinshasa. WEMA, qu'est-ce que ça vise? WEMA vise principalement les renforcements des capacités des femmes dans plusieurs domaines, beaucoup plus le leadership. Également l'appui à l'éducation parce qu'on appuie les filles et certains garçons dans le domaine éducatif. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas eu la chance d'accéder au système éducatif, nous on mobilise des fonds, on lève des fonds auprès des bienfaisants, auprès des bienfaiteurs pour qu'ils puissent parvenir à soutenir l'éducation et la scolarité des enfants. Donc notre mission c'est vraiment de voir toutes les filles, toutes les femmes être instruites et éduquées. Alors madame, il y a un trait, bon c'est pas particulier, mais il y a quand même un trait que nous avions vu la fois dernière où WEMA s'est lancé aussi dans la distribution des brevets, des diplômes de mérite. Qu'est-ce qui vous a poussé? N'est-ce pas ce qu'on a toujours fait, ce qu'on a toujours connu dans la ville? Il y a toujours des gens qui distribuent des brevets, des diplômes de mérite. Vous l'aviez fait aussi? Oui, nous, c'était vraiment des diplômes d'excellence pour les femmes inspirantes dans la ville de Goma. C'est quelque chose qui n'existait pas parce que quand vous fréquentez les milieux de jeunes filles et même de femmes, elles vous disent qu'elles n'ont pas de repères, n'ont pas de modèles. Alors que nous, on les côtoie tous les jours. C'est ainsi qu'on a voulu mettre la lumière sur ces femmes qui nous inspirent dans le monde entrepreneurial, politique, culturel, éducatif. Donc, on a eu plusieurs domaines. On a eu 25 femmes inspirantes pour la première édition en 2022. La deuxième édition va suivre et également 3 organisations qui appuient les développements des leaderships des femmes, notamment l'Association des femmes médecins, l'Association des épouses des avocats et Search for Common Ground. Mais pour les femmes, il y avait environ 25 femmes, donc 25 femmes au total qui ont... Dans le domaine des médias aussi, on a primé Madame Rosalie Zawadi, donc il y avait plusieurs catégories. Alors Madame, il y a des fois, on a toujours dit qu'on doit toujours marcher sous les pas de quelqu'un pour espérer être grand, peut-être comme lui. C'est quoi votre modèle? Bon, je dirais Ellen Johnson Sirleaf, la première femme chef d'État en Afrique, élue 2 fois au Libéria. C'est une femme qui a une histoire très exceptionnelle et qui, jusqu'aujourd'hui, continue à se donner pour qu'il y ait d'autres femmes qui soient comme elle. C'est-à-dire qu'elle organise des formations pour que les femmes puissent développer leur potentiel et devenir actrices politiques sans complexe. Et pour moi, vraiment, elle m'inspire beaucoup. Mais en RDC, bon, je dirais ma mère parce que c'est une battante. Elle est une femme qui a beaucoup lutté. Jacqueline Zabona, que je salue. Également l'honorable et aujourd'hui ministre F. Bazaïba. C'est aussi une femme que je côtoyais et qui continue à me coacher, à m'inspirer beaucoup. Surtout comme je suis passionnée par les actions politiques. Il y a plusieurs femmes, je ne saurais pas les citer. Au sommet, c'est Madame Ellen Johnson. Ellen Johnson, c'est ça veut dire que vous voulez devenir présidente de la RDC? Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas interdit. Je suis une citoyenne congolaise. Je peux espérer à ça, aspirer à ça. D'accord. Oui. Alors madame, comment arrivez-vous à concilier la politique, l'activisme, le militantisme avec votre vie de femme conjugale? Non, c'est pas facile, c'est pas facile. Heureusement que j'ai une famille qui m'appuie, qui m'accompagne. Donc c'est question d'organisation, les temps, l'agenda. Et il y a des jours pour lesquels on se décide d'être totalement pour la famille, totalement pour la profession, parce que je suis aussi consultante nationale et internationale sur les questions genre, c'est-à-dire que je mène des consultants, je mène des recherches, des études dans plusieurs domaines liés au genre. Donc j'ai une profession à part le fait d'être activiste. Donc c'est question vraiment d'organisation et je me rends compte que la journée de 24 heures, elle est très courte.
Et donc, dans mes prières, je demande à Dieu de me donner des journées de 28 heures ou 32 heures. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à réaliser. C'est grave. En tout cas, c'est bon comme ça, courage. Et l'apport de votre mari dans tout ce que vous faites? Non, il m'appuie, il m'accompagne. D'ailleurs, lui aussi, c'était un ancien candidat député, très jeune, à 25 ans. En 2011, il a postulé dans le Sud Kivu, ça n'a pas marché. Et depuis lors, il comprend toutes nos actions sur terrain. Donc, c'est pas rose tous les jours, mais quand même, il essaie de m'apporter son appui. Et également d'autres amis, hein, parce que quand on est ambitieuse, on a une équipe, on a une formation politique, on a des anciens camarades. Donc, je bénéficie vraiment de l'aide de beaucoup de gens, bien que ce n'est pas toujours évident, parce qu'en 2018, j'étais candidate députée provinciale à Goma et j'ai eu environ 1330 voix. Donc, ce n'était pas ce que j'attendais, mais c'était déjà un pas pour moi. Ça m'a beaucoup inspiré et beaucoup touché. Donc, je suis vraiment redevable à ces personnes et je prends la lourde responsabilité de continuer à me battre, surtout sur les questions de sécurité. C'est ça, en fait, mon champ de bataille, pour qu'il y ait la sécurité sur l'ensemble de la ville de Goma, pour qu'il y ait l'emploi des jeunes, pour qu'il y ait la santé pour tous, pour qu'il y ait l'épanouissement et l'intégration des femmes dans les milieux politiques. Il y a peu de femmes en politique. On va en parler dans les quelques minutes qui restent. Alors, madame, parlez un peu de votre vie politique. J'ai dit votre modèle politique en RDC, en termes de femmes, c'est Eve Bazaïba. Pourtant, vous n'êtes pas d'IMLC. Vous êtes de l'ADER, le parti cher à Moutiri, à Bachara Elvis. Oui. Pourquoi ne pas faire le MLC? Non, je ne suis pas obligée. Parce que quand on dit mentor, c'est-à-dire c'est une personne qui fait la même chose que vous aimiez et qui est disponible pour vous donner des conseils et l'accompagnement. Donc, je suis dans l'ADR, c'est vraiment par conviction, et ayant lu les statuts et projets de société, j'ai trouvé que c'est vraiment un parti républicain où toute la jeunesse, tout le monde a sa place. Donc, dès que vous intégrez et que vous démontrez votre dynamisme, vous êtes promu. Et c'était ça, en fait, mes désirs, mes souhaits. C'était de ne pas rester simple militante, mais de gravir les échelons. Et aujourd'hui, je suis très fière parce que je suis fédérale adjointe ville de Goma. C'est-à-dire, je suis la deuxième personnalité qui représente les partis au niveau de la ville de Goma. Alors, votre entrée en politique, c'était comment? Qu'est-ce qui a fait? Bon, j'ai commencé dans le parti de Lumbu Lumbu. C'était en 2011. Après, j'étais en charge de stratégie et planification. Après, j'ai eu un travail qui ne m'a pas permis de continuer en politique. Je me suis donc retirée et demandé une mise à disponibilité. Et plus tard, en 2014, j'ai maintenant intégré l'ADR. Disons qu'après l'ADR, vous serez dans un autre parti? Non, depuis 2014, là, je suis encore dans l'ADR. Bon, en 2018, on était dans les regroupements Palu-Alliés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la loi électorale, il y a les systèmes de seuil électoral. On est obligé d'être dans un regroupement politique. Donc là, c'est une obligation. Et donc, je vais rester dans l'ADR comme parti. Et puis plus tard, les regroupements que mon parti va choisir, ça sera mon regroupement aussi. Alors, votre plus grande ambition politique, c'est laquelle? Bon, devenir député national à Goma. À Goma? Oui. Ah, d'accord. Pour l'instant, parce que chaque année, il y aura des ambitions qui vont éclore et se développer. Vraiment. Alors, quelle chance vous accordez à vos pères femmes d'accéder à des instances de prise de décision? Je dirais qu'il y a plusieurs obstacles qui bloquent les femmes. D'abord, il y a les questions de texte, respect des textes. Nous avons l'article 14 de notre Constitution qui stipule que la parité est consacrée dans notre pays. Dans tous les domaines, il n'y a pas qu'en politique. Social, culturel et économique, mais ce n'est pas respecté. Je prends l'exemple du gouvernement, on a 27% des femmes. C'est différent des 50% des femmes. Alors que là, ce sont des postes nominatifs. Pour les postes électifs, on peut comprendre, les femmes doivent se battre au même niveau que les hommes. Mais pour les postes nominatifs, c'est le Premier ministre qui a l'autorité de nommer. Et il ne va pas me dire qu'il manque 50% de femmes en RDC pour être aussi membre du gouvernement. Du point de vue éducation et culture, il y a dans notre pays plusieurs barrières, obstacles pour les femmes en vue de gravir les systèmes éducatifs. Au niveau primaire, on a atteint la parité, mais au niveau secondaire, il y a une forte déperdition des filles à cause des mariages et grossesses précoces et plusieurs formes de violence basées sur les genres. C'est vraiment un frein, un obstacle. Parce que quand on n'a pas un niveau d'études bien déterminé ou éloquent, il est très difficile d'avoir des postes clés.
C'est ainsi qu'on ne doit pas se limiter au niveau secondaire, on doit poursuivre les études universitaires. Alors qu'il y a certaines familles qui bloquent encore leurs filles en disant que vos études ne sont pas très importantes que celles de vos frères. Donc on montre que pour les frères, c'est important et pas pour la fille. Ce qui handicape un peu les ambitions. Parce que quand on n'est pas bien formé, peut-être on se limite dans ses ambitions aussi. Et il y a aussi l'autre obstacle, c'est les ressources. À partir du moment où vous n'avez pas des postes clés, il est très difficile d'avoir accès à des ressources pour pouvoir battre campagne comme les font les hommes qui sont ambitieux en politique. Et donc on demande qu'il y ait plus de femmes qui soient nommées. Comme ça, ils préparent un peu leur carrière politique. C'est-à-dire quand elle est par exemple nommée bourgmestre, elle est nommée à des postes comme ministre, elle prépare maintenant sa future carrière politique parce qu'elle met de côté les ressources. Mais si elle vient de nulle part, directement, on lui demande de battre campagne. Ce qui vous bloque, généralement, je comprends, ce sont des ressources. Les femmes n'ont pas que des ressources. Il y a cet accompagnement institutionnel, je dis les textes, donc les barrières juridiques. Mais il faudrait qu'on s'apprenne. Beaucoup de femmes n'ont pas ces ambitions politiques. Elles préfèrent rester on doit les créer. Nous, on est respectueuses de la Constitution. C'est la Constitution qui stipule que dans tous les domaines de gestion de l'État, on doit avoir 50% de femmes. Donc ce n'est pas que ce sont les femmes qui ont demandé ça, c'est la Constitution. Et donc tout le monde doit suivre la Constitution. La Constitution peut dire ça, mais il y a peu de femmes qui s'adonnent à la politique. On ne va pas créer des femmes. On va les former. On va les former. Pas celles qui sont intéressées. Non, si la Constitution dit quelque chose, il faut se conformer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces femmes ambitieuses, il faut aller les chercher. Il y a des femmes universitaires, il y a des femmes qui sont dans les milieux professionnels. Ce sont des femmes qui sont potentielles actrices politiques. Il suffit d'aller vers elles. Bien sûr, ce n'est pas que les femmes doivent mener pour aller vers la politique. Mais si elles ne sont pas intéressées, il faut les faire voir. Parce que c'est la politique qui gère tous les autres secteurs. S'il n'y a pas une bonne politique, il n'y aura pas une bonne économie, il n'y aura pas une bonne politique culturelle, il n'y aura pas une bonne politique de santé. Donc, c'est vraiment les domaines clés. Il faudrait qu'on ait des ressources rares dans ces domaines pour espérer avoir un développement de notre pays. La plupart des pays qui sont développés, c'est parce qu'il y a des femmes qui sont intégrées au même niveau. C'est vraiment équilibré. Même niveau que les hommes. Oui. Vous formez les femmes en leadership. Oui. Pourquoi ne pas les sensibiliser à réclamer donc l'application exacte et correcte de la Constitution pour réclamer cette parité 55 ans? On fait les deux. Les femmes sont formées, sont outillées. Beaucoup plus, c'est les partages d'expérience parce que chacune déjà a son background en échange d'expérience pour dire celles qui ont commencé avant nous, qu'est-ce qui bloque ou quels sont les défis pour lesquels on peut s'attendre. Et celles qui aspirent, comment elles doivent se préparer. Mais il y a aussi l'aspect des plaidoyers. Les plaidoyers se mènent très récemment en 2022. On a eu à mener des plaidoyers au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale pour que la loi électorale soit conforme à la Constitution. Et là, si on ne l'a pas obtenu, on a dit, la loi à l'article 13, la loi électorale, stipule que les partis qui vont aligner 50% de femmes n'auront pas à payer des cautions. Mais on sait très bien que dans ces pays, il y aura des partis qui vont se passer de ça et payer des cautions parce qu'il n'y a pas de contraintes. Donc c'est optionnel. Ils peuvent soit ne pas payer de cautions et aligner des femmes, soit payer des cautions et aligner des femmes. Voilà. Alors que si c'était conforme à la Constitution, ça allait dire si vous n'avez pas 50% de femmes sur vos listes électorales, vos listes ne seront pas jugées recevables. Là, ils allaient trouver des femmes parce qu'il y en a. D'ailleurs, les femmes constituent 52% de la population. Donc c'est dire que ce sont les femmes qui sont majoritaires que les hommes. Et donc c'est elles qui devaient être majoritaires en politique. Alors madame, une fois parallélisme de forme. Une fois députée nationale, mettez-vous déjà dans cette peau de députée nationale. Quelle sera votre priorité à l'Assemblée nationale pour la population de Goma? Les plaidoyers pour la question sécuritaire. C'est anormal qu'on puisse vivre 25 ans dans une situation d'incertitude permanente. D'ailleurs, vivre à Goma, il y a un artiste humoriste qui disait on n'a pas besoin d'un régime. Le simple fait d'être congolais, on perd le poids chaque jour à cause de cette peur au ventre. Donc, que ce soit à Goma, que ce soit dans les territoires, l'insécurité est permanente et ce n'est pas acceptable. Je pense qu'on peut avoir des autorités qui sont humaines, qui ont le souci de voir que 10 millions de personnes perdues, c'est déjà beaucoup. On devait même avoir aussi un génocide qui est reconnu au niveau international et pouvoir décréter une journée en mémoire de toutes ces personnes qui sont décédées. Il y a aujourd'hui 6 millions de personnes déplacées en RDC et 40% sont au Nord Kivu. C'est dire que ces personnes ne vivent pas dans leur milieu de résidence, ils attendent tout
de l'aide internationale ou nationale. Alors que nous sommes ingréniés de la République. C'est-à-dire que nous, on ne devait pas dépendre de quelqu'un pour manger, pour se vêtir ou pour bien vivre. Mais à cause de l'insécurité, on est obligé d'attendre de l'aide. C'est inacceptable. Ce sera ça, en fait, mon plaidoyer. Et beaucoup plus l'accès à l'éducation. Qu'on soit à milieu de déplacements, on doit toujours avoir accès à l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un besoin urgent. Finissons par ces messages à vos pères femmes. On est en processus électoral bientôt là. Ça sera 2023, la date électorale. Quel message à toutes ces femmes qui ne veulent pas se donner, peut-être, qui ne veulent pas croire en elles-mêmes, en ce qu'elles ont comme potentiel? Ouais, les messages, c'est plutôt aux hommes de soutenir et d'accompagner les femmes. Aujourd'hui, on a un concept qu'on appelle masculinité positive, que les hommes puissent croire et soutenir les droits et les opportunités pour les femmes. À ce moment, ils vont croire en elles parce qu'ils verront qu'il y a les partenaires qui les appuient, il y a leurs frères, leurs parents, leurs proches hommes qui les appuient. En tout cas, ils vont chasser cette peur, cette faible estime de soi. Également, les femmes de prendre courage et d'approcher les autres qui ont déjà fait ces pas-là en politique. Donc, de ne pas penser qu'il n'y a pas celles qui ont déjà mené. Aujourd'hui, on a une femme qui était présidente de l'Assemblée nationale. Elle n'était pas la première, Janine Mabunda. Il y avait Philomène Matuko du temps de Sun City, donc du temps de 1+4 dans notre pays en 2004. Elle ne sera pas la dernière. Oui, elle ne sera pas la dernière. C'est-à-dire qu'il y a toujours une qui a déjà essayé. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur elle, mais n'ayez pas peur. Même si vous visez la présidence, en 2006, on a eu environ 3 femmes qui étaient candidates députées provinciales, candidates présidentes. C'est seulement en 2011 qu'on n'a pas eu de candidate femme, mais Madame Angèle était candidate et elle a fait alliance avec Kengo Adondo. En 2021, on a eu Marie-Josée Ifoko. C'est-à-dire que même la présidence, vous pouvez viser. Et puis, il n'y a pas qu'en politique, il y a les secteurs économiques, il y a les secteurs culturels, il y a les secteurs sociaux. Tous les secteurs doivent être envahis par les femmes parce qu'elles sont majoritaires et elles ont aussi des compétences rares, des compétences uniques. Elles les ont démontrées dans la gestion des foyers. Aujourd'hui, tous les foyers sont soutenus et gardés, maintenus par les femmes parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle chômage exponentiel dans notre pays. C'est-à-dire que l'emploi formel n'est pas là. Et celles qui sont les premières à se lancer dans l'emploi informel, ce sont les femmes. Et c'est cet emploi informel-là qui gardent et maintiennent nos ménages, nos familles aujourd'hui. Donc, elles ont démontré un succès. Il faudrait que ce succès vienne du côté du politique pour que le pays voie ce succès-là, avec l'apport de femmes. Voilà, les femmes, vous avez suivi ces messages. En tout cas, c'est un grand message. Envahissez tous les services de l'État, envahissez tous les secteurs de la vie. C'est ça, c'est que vous demande Madame Chantal Faïda Moulenga-Biouma, avec laquelle on a partagé dans cette émission Entretien. Nous sommes en train de vous dire merci de nous avoir suivis. Nous sommes ravis de l'avoir accueilli. Madame, merci et à la prochaine. Merci beaucoup à Moutete, je suis très honorée. Alors, merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés le long de cette émission. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. J'ose le croire, on sera ensemble. À très bientôt.